Mais là, quand c'est un problème, pourquoi quand on va lui rendre visite en prison, il pleure jamais, il est toujours content? Donc ça veut dire qu'il a fait un deal avec la CPI. Ah, c'est quoi ça? Oui, il a manipulé la CPI pour qu'on le mette en prison. Comme ça, il va être célèbre. Non, pourquoi vous mobilisez pour qu'on me libère alors? Laissez-moi dans ma célébrité. C'est quoi ça? Qui savait que le président Gbagbo et moi on allait être acquittés? Qui? Ce jour-là, qui le savait? Cher monsieur, nous sommes aujourd'hui quand? 17 janvier 2020. « 17 janvier 2020. Ça fait un an. Jour pour jour. Il est quelle heure? 12h46. 12h46. Il y a un an. Dans 14 minutes. À la prison de Scheveningen, un garde va venir. Alors que nous tous, le président Gbagbo et moi, nous attendions de sortir des prisons. Après avoir été acquittés le 15 janvier 2020. Nos familles étaient là, nous attendaient pour qu'on sorte des prisons ensemble. Ça a été la journée la plus difficile pour le président Laurent Gbagbo et moi. Le 17 janvier 2019. Je dis bien le 17 janvier 2019. Nous avons été acquittés le 15 janvier. On nous a ramenés en prison. Le 16 janvier, le procureur a fait appel. Et tout le monde attendait maintenant la décision. Et comme le monde entier savait qu'on avait été acquittés, nos familles sont venues là pour sortir avec nous des prisons, puisqu'on avait été acquittés. Nous étions là quand un garde est venu pour nous dire que nos avocats voulaient nous parler. C'est la première fois que j'en parle. Parce que les gens ne savent pas ce qu'on vit. Je vous demande pardon. Respectez notre douleur. Monsieur Gbagbo, Monsieur Blé Goudé, vos avocats demandent à vous parler. Moi, ma femme avait quitté Abidjan le 15 janvier au soir pour venir me voir, pour partir avec moi, avec mes enfants. Le 17 janvier, à l'heure ainsi, on était là. Tous les petits repas qu'on me proposait, j'ai dit non, moi je ne mange pas. Le soir, je m'en vais au restaurant. Comment vous croyez que quoi? Moi, j'ai été acquitté. Et on s'est tapoté, le président, nous tous on riait, on s'est taquiné. On attendait là à 14h ou 15h pour sortir de la prison. Nos familles étaient là. Nos familles étaient là. Avaient fait le voyage. Quand à 13h exact, un garde descend pour nous dire que nos avocats veulent nous parler. Parce que tout le monde attendait la décision finale après l'appel de presse. On monte, on quitte donc la salle de visite, on monte. Dès que nous arrivons dans la salle commune que nous partageons avec nos co-détenus, la télévision était là, face à nous. Avant même qu'on ne parte au téléphone pour parler à nos avocats, vous savez quoi? On tombe sur France 24. Urgent, urgent. La CPI décide du maintien en détention du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Je suis là, arrêté auprès de mon président. Nous nous regardons. Nous nous parlons dans les yeux. Personne ne peut dire quoi que ce soit à l'autre. Et nous sommes là. En ce moment-là, il n'y avait personne auprès de Gbagbo et moi. En ce moment-là, il n'y avait pas de le président Gbagbo. Le président Gbagbo, on était deux à partager cette douleur-là. Respectez nos douleurs. Et c'est après que nous allons au téléphone. Moi, c'est Maître Zokou qui avait été désigné pour m'annoncer la nouvelle. Maître Zokou Seri, au nom de mon équipe. Puisque c'était difficile pour mes avocats. Mes avocats sont devenus ma seconde famille. Et j'ai Maître Zokou au téléphone. Ah oui, chef frère, tu sais,
On est dans le combat, hein, comme toi-même tu l'as dit. Mais tu sais, le combat, là, souvent, il prend des tournures. Il dit au coup, arrête. Je suis déjà au courant. Réunissez-vous. Reprenons courage. On en va. On avance. Je suis serein. Il dit, dis à Maître Knopp que je suis serein. Dis à Claver que je suis serein. Ce qui va arriver finira par arriver. C'était pas ça le plus difficile. Le président Gbagbo également est allé prendre son avocat au téléphone. Et puis après, nous revenons et on doit descendre maintenant dans la salle de visite pour aller affronter la tristesse de nos familles. Pour leur dire que nous restions encore en détention, qu'on ne pouvait pas sortir des prisons. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? J'ai voulu vous dire ça. Comme là, je parle à la presse ivoirienne pour la première fois, à mes frères ivoiriens, parce que cela n'intéresse pas la presse internationale. Respectez notre douleur. Ce que je vis avec le président Gbagbo n'est pas chose facile. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Prenons notre énergie pour être positif. C'est pourquoi je ne vais pas répondre aux autres questions. Ici à La Haye, je ne m'ennuie pas. Il y a des sujets d'intérêt national qui sont au-dessus de tout cela. Je refuse de me mêler des commérages de cours communes. La Côte d'Ivoire m'attend ailleurs sur les questions qui engagent la vie de ma nation. Je vous remercie. Ok, Monsieur le Président, je peux y aller? Oui. On y va, Tibé. Oui. Ben, je rappelle qu'il nous reste que 10 minutes. 10 minutes. Rapidement pour les questions. On va faire un tour d'étape. On va faire un tour d'étape. Short. 1 minute par question. Tibé. Je parlais du rapport FPI-COGEP. Créé au départ pour soutenir le combat du FPI et celui du président Laurent Gbagbo. Pourquoi le COGEP s'est-il mué en parti politique? Et la deuxième question, comment le COGEP se positionne-t-il aujourd'hui par rapport au FPI? Parti allié ou adversaire politique? Merci. Je peux répondre ou bien c'est dans la même veine? Je voulais répondre à ça rapidement. Si ce n'est pas dans la même veine. Je réponds rapidement. Merci beaucoup. Je le répète encore. Moi, je sors du sein politique de Laurent Gbagbo. Et je n'ai pas honte de le dire. Le président Laurent Gbagbo est celui qui m'a encouragé à entrer en politique. J'allais dire celui qui m'a inspiré à entrer en politique. Jamais je m'opposerai à l'appareil politique que lui-même a conçu. Le COGEP que nous avons créé et qui est un parti politique se considère comme un partenaire du Front populaire ivoirien. J'ajoute un partenaire légitime du Front populaire ivoirien. Le reste fait partie de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et on doit s'habituer à cela. Je suis sûr que quand je sortirai d'ici, j'aurai l'occasion de parler avec les dirigeants du Front populaire ivoirien, où je compte beaucoup d'amis, où je compte beaucoup de parents, et nous aurons l'occasion de remettre tout ça en ordre. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur le ministre Tidiane Oula pour Emet News TV, je voulais vous demander, les 3 et 4 décembre, le président Afi, l'autre branche du FPI, a rencontré le président Laurent Gbagbo. Vous, en tant que président d'un parti politique, allié au FPI de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous pensez de cette visite? Ça, c'est de 1. De 2, il y a 10 jours à peu près, un gamin de 14 ans, Guibaï Ali, vient la mort en entrant dans le train d'atterrissage de l'avion l'Abidjan à Paris. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Quel commentaire vous pouvez dire? Ok. Merci. La rencontre entre le président Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan, c'est une très bonne chose. Je ne ferai pas trop de commentaires là-dessus, parce que les acteurs eux-mêmes ne sont pas trop bavards là-dessus.
la graine est ensemencée, on attend qu'elle puisse germer. Quand, à ma première interview, on m'a posé la question sur ce que l'on a appelé une crise au sein du Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo, j'ai dit aux uns et aux autres, et je cite, « Je fais confiance au président Laurent Gbagbo. Aux questions même les plus désespérées, il a souvent su apporter des solutions. Je suis convaincu que le moment viendra où il prendra le taureau par les cornes. Pour le moment, il est sorti de prison. Laissons-lui le temps de s'informer, de maîtriser tous les pourtours et les contours de cette situation. Et je suis convaincu qu'il va surprendre beaucoup de personnes. Eh bien, cela a commencé. Il vient de rencontrer, comme cela a été dit, le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. Moi, en premier, je salue cette rencontre-là. Et parce que le Front populaire ivoirien est l'épine dorsale de notre combat. Si aujourd'hui je peux être assis là, me réclamer président d'un parti politique qu'on appelle le COJEP, c'est parce qu'il y a eu le multipartisme en Côte d'Ivoire. Mais qui était à l'avant-garde de ce combat-là? C'est le Front populaire ivoirien, au prix de la vie et de la liberté de ses cadres. Donc, nous tous avons intérêt à ce que ce parti-là se porte bien. Parce que nous sommes des jeunes partis naissants. Quelle que soit la longueur des oreilles, elles ne parviendront jamais à dépasser la tête. Je précise que je ne suis pas un lapin. Je suis un être humain. Merci. Merci. Taki, Francis Taki, s'il vous plaît. Taki. Il a posé deux questions. Oui, le petit qui s'est retrouvé dans le train. Oui, la question de Naïf. Oui, j'ai appris comme tout le monde cette tragique disparition du jeune Djibaï Annie Laurent. Les circonstances de ce drame-là ont été décrites. Est-ce vrai? Est-ce faux? A-t-il sauté cette grande clôture de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec tous ces barbelés et toutes ces caméras? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Toujours est-il que ce jeune homme a trouvé la mort dans le train d'atterrissage de la compagnie Air France. Je vais plutôt m'appesantir sur les circonstances de la mort. Un jeune homme de 14 ans qui quitte Yopougon, qui va jusqu'à l'aéroport, qui ose s'introduire dans le train d'atterrissage d'un avion et qui trouve la mort. Parce qu'il voulait à tout prix quitter la Côte d'Ivoire. Que fuyait-il? Avant lui, d'autres jeunes Ivoiriens quittent leur ville, leur famille, pour traverser le désert, se font maltraiter en Libye, se jettent dans la Méditerranée. C'est-à-dire, affrontent la mort, défient la mort. La question fondamentale, que fuient ces jeunes-là? Dans un pays qu'on dit prospère, dans un pays dont le PIB fait le tour de toutes les revues et de tout ce qu'il y a comme magazine économique au monde. La réponse est là. Il y a un problème en Côte d'Ivoire. Notre jeunesse fuit la misère. Notre jeunesse fuit le désespoir. Ils sont en Italie, ils sont en Paris, ils sont partout, ils sont en Libye. Et ils appellent souvent au secours à travers les réseaux sociaux. Annie Djibaï Laurent fait partie de ceux-là.
Cela pose un problème sociétal. Il faut redonner confiance à notre jeunesse. Redonner espoir à notre jeunesse. Lui dire que tout est encore possible en Côte d'Ivoire. Lui dire que le bonheur n'est pas ailleurs, que c'est en Côte d'Ivoire. Encore que là, il faut que nos dirigeants en prennent conscience. Pour mettre en place un système qui puisse de nouveau faire rêver notre jeunesse, mais surtout lui donner les moyens de réaliser ces rêves-là. Et au lieu de cela, qu'est-ce qui se passe encore? Le pouvoir va encore créer d'autres Djibaï à Nîmes-Laurent. En allant, en pleine année scolaire, déguerpir des populations non loin de l'aéroport. Mais ces populations qu'on en va déguerpir, ces enfants qu'on éloigne de leur école, ces enfants qui ne savent plus où dormir, demain vont aussi chercher à fuir la Côte d'Ivoire pour aller trouver le bonheur ailleurs. Moi, alors je dis, au lieu de chercher à casser le thermomètre, il faut plutôt qu'on s'emploie à soigner la fièvre. La fièvre, c'est d'affronter le problème réel qui fait que ces jeunes-là fuient et sont prêts à tout pour quitter la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en cassant, en détruisant. Tout ce qui a été fait hier là est désolant. Des enfants de 9 ans, 8 ans, des élèves dans la rue, ils vont aller où? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Voilà, moi, je m'interroge. Et mon commentaire, c'est que j'en appelle encore au sens des responsabilités et au sens de l'humanité de nos gouvernants. Oui, on peut déguerpir, mais il faut accompagner nos opérations-là d'un peu d'humanisme. Parce que c'est la responsabilité du gouvernement de reloger ceux qu'on déguerpille. Et si vous l'avez remarqué, j'ai toujours dit le président Alassane Ouattara. Parce que je respecte la fonction. Je ne partage pas sa vie, sa vision de la société. C'est un adversaire politique à moi, mais c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un fait. Aujourd'hui, je vous parle. C'est sa signature qui engage la vie de la Côte d'Ivoire. Souvent de fois, des gens me disent, voilà, Blé Goudé, il pensait quoi? Que c'est en étant souple dans ses propos avec le président Ouattara, que Ouattara allait lui permettre de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà que Ouattara l'a condamné, c'est bien fait pour sa gueule. Voilà. On me condamne et puis des gens se réjouissent. Parce que pour eux, je ne suis pas assez dur avec le président Ouattara. Je ne suis pas obligé d'être dur. Je critique selon mon style que je me suis imposé. Je critique le gouvernement Ouattara et ses actes et ses pratiques. Moi, je n'ai plus 25 ans. J'ai maintenant 48 ans depuis le 1er janvier. Je suis un père de famille, je suis un monsieur. Je suis entré en prison comme un jeune homme et j'en suis sorti comme un homme jeune. Donc, la manière dont je pouvais dire un message hier n'est plus la même. Parce que je ne suis plus le petit jeune homme à la casquette noire. Voilà. Je suis un monsieur maintenant. Et ma parole impacte la vie de certains Ivoiriens. Donc, je fais attention à ce que je dis. Jeunes étudiants, on confondait témérité et bravoure. On confondait force et écraser l'autre. On peut être fort dans la grandeur des actes qu'on pose. On peut être grand dans la grandeur des actes qu'on pose. Moi, je vais critiquer le gouvernement ivoirien sans être obligé de les insulter. Et le gouvernement ivoirien est obligé de faire de moi ce qu'il veut, dans le cadre des lois qui régissent notre pays. On me condamne, moi je ne pleure pas. Mais cela ne va pas du tout me pousser à abandonner mes principes. Parce que ce sont des valeurs et des principes qui m'ont amené, moi, à entrer en politique.
Aucun coup que je recevrai de l'adversaire ne me poussera à abandonner, moi, mes convictions et mes principes. Je ne suis pas eux, et puis eux, ils ne sont pas moi. C'est pourquoi je demande encore au gouvernement ivoirien d'accepter que nous puissions parler. Il y en a qui ont dit, Bleu Goudé n'est rien, il pense qu'Alassane est son camarade, pourquoi il doit parler avec lui? Mais est-ce que je suis obligé d'être quelqu'un ou quelque chose pour que le président de mon pays parle avec moi? Je n'ai jamais dit que le président Alassane est mon ami. Je suis trop petit pour être son ami. Mais il est le président des Ivoiriens. Et moi, je suis Ivoirien. Et je suis en prison à l'extérieur. Et je suis au centre aussi du débat politique ivoirien. C'est pourquoi je veux parler avec lui. Je ne demande pas à parler avec lui pour qu'on parle un thé ensemble. D'autres disent encore, d'autres collaborateurs du président lui disent, Blé n'est rien, il n'est pas dans une position de force au point de vous tendre la main. Mais est-ce qu'on est obligé d'être d'abord dans une position de force avant d'engager un dialogue? Du dialogue, on l'engage. Parce que quand il y a une crise, ou quand il y a une situation, qu'on discute maintenant, ou qu'on discute plus tard, on finira toujours par s'asseoir pour discuter. Mais quand on discute maintenant, ce qu'on évite, c'est la radicalisation des positions. Cher monsieur, moi j'ai un seul mot à la bouche. Je suis disposé, et je demande au président Ouattara d'accepter que nous puissions parler. Que ce soit lui ou ses collaborateurs, je souhaite que le dialogue s'engage. Cela n'a rien à voir avec la justice. La justice fait son travail, mais les hommes politiques doivent faire leur travail. Le fait que je sois condamné ne m'enlève pas ma qualité d'acteur politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Et c'est la responsabilité du président Ouattara de trouver des solutions aux situations de la Côte d'Ivoire. Surtout quand on parle de la réconciliation. Surtout quand on parle de la réconciliation. Et mon message, c'est qu'il faut éviter de toujours remuer le couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Parce que c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On nous rappelle toujours 2010. On nous rappelle toujours 2010. C'est la responsabilité des acteurs politiques d'accepter de tourner cette page-là. Et puis de permettre aux Ivoiriens de vivre autre chose. Voilà mon appel que je lance. Je suis disposé à cela. On me dit, mais vous êtes à l'extérieur du pays. Comment il va faire? Mais il peut m'envoyer une délégation que moi je vais rencontrer pour discuter de la Côte d'Ivoire. Et avant qu'on ne finisse, il y a un petit jeu qu'il faut que les gens arrêtent. Sur les mêmes réseaux sociaux, j'apprends un moment, oui, Yom Soro allait voir Charles Bleu Goudé à La Haye. Donc, Bleu Goudé est mêlé à... Il est complice de... Je ne sais pas moi, de ce qu'on reproche à Soro. Je souhaite qu'on arrête ça. Je vous ai dit tout à l'heure, je peux rencontrer quelqu'un. On peut parler, et puis on ne partage pas la même vision. Je vais vraiment être clair là-dessus. Les coups d'État et moi, c'est comme l'eau et l'huile. On ne se mélange pas, on n'est pas camarades. Les armes et moi, on n'est pas camarades. J'ai toujours agi les menus, avec ma pensée, avec ma parole. Même ici à la CPI, c'est qu'on disait de moi, on dit non mais il parle bien, vraiment c'est un bel orateur, on n'a jamais dit on l'a attrapé avec des armes. Je n'ai pas d'homme armé, parce que ça ne m'intéresse pas. Je prendrai tout mon temps pour qu'un jour, mes idées puissent prévaloir en Côte d'Ivoire, malgré tout ce que je vais subir. Donc je ne suis mêlé ni de loin, ni de près, par tout ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous voyez? Je voulais vraiment le dire net. Il faut qu'on arrête de jouer avec des faits aussi graves. Je ne m'associerai jamais
à quelques projets de coup d'État que ce soit dans mon pays. Vous me trouverez toujours là où on débat. Vous me trouverez toujours là où on négocie. Vous me trouverez toujours là où on cherche un consensus. Vous me trouverez toujours là où on cherche un compromis. Vous ne me trouverez jamais là où on construit un coup d'État. Parce que ce n'est pas ma vision, ce n'est pas ma conception de la vie. Je ne cherche pas à prendre un raccourci parce que j'ai foi dans mes idées. Cher ami, je tends encore la main au président Alassane Ouattara et à toute son équipe. Je souhaite discuter avec eux de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Oui, on y va, Blaise Bossier, et après ce sera moi pour terminer. D'accord, ok. Président, sûrement que vous répondrez selon les règles qui vous sont imposées ici. Le 6, vous serez devant l'information que j'ai juste. Il se trouve que le tribunal, la CPI évidemment, doit se prononcer sur la demande du conseil du président Laurent Gbagbo de lui permettre de participer aux Jeux politiques en Côte d'Ivoire par rapport à 2020. Voilà l'information que j'ai, je ne sais pas si c'est juste. Si tel était le cas, est-ce que vous êtes directement concerné aussi par ce procès du 6, étant entendu qu'on nous parle d'une demande de conseil du président Laurent Gbagbo. Donc je voulais savoir si vous êtes concerné aussi. Et la question qui me trottine depuis toujours dans la tête, je me disais, bon, je suppose que le 6, ils seront libérés. C'est la prière de bon nombre d'Ivoiriens en tout cas. Lorsque vous serez libérés, après l'AE, vous partirez où? Est-ce que vous partirez en Côte d'Ivoire malgré le 20 ans que vous êtes en Ivoire? D'accord, merci. En ce qui concerne la question relative à l'audience du 6 février, c'est sans surprise que je voudrais donc vous demander de m'aider à respecter ma signature devant la Cour pénale internationale. C'est-à-dire ne pas commenter les décisions et les audiences de la Cour. Tout cela fait partie de mes engagements. Ce n'est nullement une fuite en avant, mais j'ai signé devant la Cour que je ne me prononcerai pas sur cette procédure-là. Je pense que le 6 février n'est pas loin. Soyons patients et puis tous nous serons situés. Que ce soit le 6 février que je sois libéré ou un jour si je suis libéré, moi je l'ai toujours dit, moi j'ai un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Mon souhait, c'est de partir chez moi en Côte d'Ivoire. Et chaque jour que Dieu fait, j'ai prié Dieu pour qu'il puisse me permettre de rejoindre les miens, pour que je puisse partir chez moi. Donc, où je partirai, moi je veux partir de mon pays. Voilà, moi je veux partir de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Malgré la condamnation. Comme je ne suis pas encore libéré, chaque débat a sa tribune et son moment. Donc nous aurons le temps de déblatérer de tout cela. Je rappelle que jusqu'au 15 janvier, même le 14 janvier, personne ne pouvait parier sur l'acquittement du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Et pourtant, nous avons été acquittés. Beaucoup disaient qu'on était venu ici et qu'on ne sortirait jamais d'ici. Et pourtant, nous sommes sortis de là. Nous avons acquis notre libération. Nous cherchons maintenant à acquérir notre liberté. Et je sais que cela arrivera un jour. Merci. Merci, monsieur le ministre Charles Blé Goudé. Ce sera la dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous avons eu, ça fait pratiquement un peu plus de 2 heures que nous sommes en train d'échanger. Depuis votre sortie de la prison de Scheveningen, on n'entend plus les notions de patriotisme, de souveraineté dans vos discours et dans vos échanges. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, surtout dans l'espace UEMOA, il y a à la question de l'éco, la nouvelle monnaie qui va remplacer le CFA. Comme tout le monde sait que le CFA est une question liée à la souveraineté. Quel est votre avis sur cette question, sur l'éco? Et dites-nous pourquoi vous avez retiré de vos éléments de communication les termes, les notions de patriotisme et de souveraineté. Ce sera ma dernière question. Et à la suite de cela, vous pourrez dire votre mot de fin. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que
le mot patriote n'est pas une invention de Charles Blé Goudé. C'est d'ailleurs le titre d'un journal en Côte d'Ivoire, le Patriote. Merci. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot-là. Donc, il n'est pas attaché à ma personne. Et ce n'est pas en criant tous les matins que je suis patriote que je le serai effectivement. Ça se vit. Les éléments de langage qui ne peuvent pas nous réunir et que les autres n'ont pas encore plus le temps de comprendre, oui, je les ai exclus de mon langage. Pas par faiblesse, pas par peur. Mais je dis qu'en sortant des prisons, je suis sorti avec une ligne très claire. Tout ce que je ferai doit contribuer à rassembler de nouveau les Ivoiriens. Je ne veux pas les méchants d'une part et les gentils de l'autre part. Chacun a sa conception de la société. Mais au moins, ce qu'on a en commun, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous ne m'attendez plus sur certains aspects de la vie ivoirienne. Et j'aurai tout le temps de me présenter face aux Ivoiriens pour qu'on parle. Le travail, rien que le travail, c'est ce qui a permis à la Chine de partir du sous-sol de l'humanité, de quitter le statut d'une nation qui rime avec la famine pour finalement devenir le grenier de l'humanité. Et ne pas crier sur tous les toits. Ils se sont mis au travail. C'est cette notion du travail-là. Comment je vais porter ce nouveau contrat que je vais signer avec les Ivoiriens demain, avec ma génération. Nous voulons être une génération qui ne passe pas son temps à pleurer sur le sort de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire, mais qui se donne les moyens intellectuels, les moyens politiques d'impacter. Une décision ne se trouve pas dans la précipitation ou dans le spectacle. C'est dans son résultat ultime qui impacte la vie des concitoyens. C'est à cela que moi je veux participer. Je ne cherche à défier personne. Je ne cherche à avoir raison sur personne. Je veux que les Ivoiriens quittent cette situation de peur permanente. Et si mon recul par rapport à certaines situations peut permettre l'éclosion de cette nouvelle société où les Ivoiriens se parlent de nouveau, ce n'est pas un problème pour moi. Il y en a qui ont dit que Blé Goudé a changé. Il a peur. Ce n'est pas grave. Si ma peur peut permettre à mon pays d'être tranquille, ce n'est pas un problème. En ce qui concerne la monnaie, qui est un élément de souveraineté d'une nation, ça encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Franc CFA, ECO. Et il y a un ami qui est venu me voir, mais pourquoi tu ne t'es pas prononcé sur ça? Je lui ai dit, laisse-moi pour le moment me prononcer sur ce que je peux impacter. Parce qu'on croit qu'on est obligé de s'inviter dans tous les débats. Ce qui m'a gêné dans ce débat-là, c'est le cadre. On parle donc d'une monnaie sous-régionale. Dont le changement est annoncé lors d'une visite d'un chef d'État d'une nation X à une nation, au chef d'État d'une nation Y. C'est-à-dire que le chef d'État français, M. Emmanuel Macron, rend visite au chef d'État ivoirien. Nous sommes ici donc
dans le cadre d'une relation bilatérale, qui annonce une décision dans un cadre multilatéral. Ça me pose un problème, ça. Ça, je ne suis pas contre quelqu'un. Je suis en train de raisonner. Je ne vois pas là le gouverneur de la BCEAO. Je ne vois pas là les différents représentants des États membres du CFA, qui va devenir plus tard ECO. Je ne vois aucun chef d'État représentant les autres pays membres. Parce qu'on parle de la vie de leurs citoyens. Celui-même qui annonce ce changement n'est pas président en exercice de la CEDEAO, ni gouverneur de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. C'est à quel titre? Un changement brusque toujours, bouleverse toujours des habitudes. Et la monnaie, là, elle n'est pas utilisée par celui qui l'annonce. Elle est utilisée par une population ou des populations. Ces populations ont-elles été consultées? Quel a été leur avis? Ou leur avis ne compte-t-il que pour rien? Voilà autant de questions que soulève cette situation-là. Oui, il n'y aura plus de représentants de la France au sein du conseil d'administration de l'ELECO. Et pourtant, avant, on a dit qu'il n'en avait pas. Que c'était faux. Au moins, ce cadre-là nous a rapporté cela, de savoir qu'il y en avait avant. Non. Il n'y aura plus de dépôt de devises des différents États membres de l'ECO au sein de la Banque centrale de la France. Et pourtant, on nous a dit avant que la France ne gérait pas tout cela. Deuxième élément, que au moins nous rapporte cette décision, c'est qu'on sait que donc avant c'était cela qui existait. Prenons cela pour acquis. Et puis, les intellectuels africains qui ont fréquenté les mêmes écoles que les intellectuels européens, qui sont des économistes, là, les connaissances pour lesquelles nos États ont payé leurs études là, doivent maintenant servir nos États. Sans brusquer quoi que ce soit, sans violence, sans chercher à défier qui que ce soit. Mais au moins, je suis content que le problème est posé aujourd'hui. Avant, c'était tabou. Maintenant, on en parle à des tribunes internationales. C'est déjà un pas. Donc moi, je suis zen, très heureux. Seulement, quand on veut prendre des décisions qui concernent l'ensemble des populations et la vie des concitoyens, il faut au moins demander leur avis. Et comme ces changements vont bouleverser leurs habitudes, il faut au moins les préparer à tout cela. Parce que tout ce qui est nouveau fait peur et brusque. On veut décider pour nous, mais pourquoi on ne décide pas avec nous? Au moins prendre notre avis. Pourquoi on veut nous coiffer à notre absence, sans même nous demander le genre de coiffure que nous voulons? Vous voyez, quand on parle de tout ça, on dit que non, nous sommes des souverainistes. Moi, je souhaite qu'un cadre plus large soit convoqué pour consulter les uns et les autres, pour que la décision prise et qui engage nos vies soit une décision à laquelle au moins notre avis aura été pris en compte. Vous voyez les pays anglophones qui viennent de produire un communiqué, qui ne se reconnaissent pas dans cette décision-là. J'ai écouté la presse internationale ce matin et les radios internationales, c'est ce qui a été dit. Tout cela n'honore pas l'Afrique. La précipitation est source d'erreur. Cher ami, voilà mon commentaire. Merci, monsieur le ministre Chablé Goudé, de nous avoir reçus. Les membres de l'Union des journalistes ivoiriens sont heureux d'avoir fait le déplacement ici à La Haye pour vous entendre. Je voudrais vous remercier. L'ensemble des journalistes ivoiriens vivant en Europe,
en Occident. Vous dire merci. D'être venu à l'information. C'est ainsi et seulement ici que l'information peut remplacer la rumeur. Le journaliste, il ne propage pas la rumeur. Le journaliste, il vérifie la rumeur pour la transformer en information. Parce qu'une information est une rumeur vérifiée. Tout comme les services secrets vous diront qu'une information non vérifiée n'est pas un renseignement. Ce n'est qu'une information. C'est comme ça qu'une rumeur non vérifiée n'est pas une information. Je suis très content que vous soyez venus jusqu'ici à La Haye faire le déplacement. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous féliciter. Et j'espère que j'ai été à la hauteur de vos questions. Et je voudrais simplement dire aux uns aux autres que moi je suis sorti de prison. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. Je ne souhaite plus qu'aucun opposant politique en Côte d'Ivoire soit mis en prison pour ses opinions. Je ne souhaite plus que pour un fauteuil présidentiel, on puisse compter des morts. En 2020, comptons les bulletins et ne comptons pas les morts. Juste parce qu'on a envie de voir l'autre derrière les barreaux. Deuxièmement, évitons d'agiter les peurs du genre, si les autres viennent au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir iront en exil. Barack Obama a fini ses 2 mandats aux États-Unis. Il vit encore sur le sol américain. Avec Bill Clinton aussi. Et pourtant, Trump gère les États-Unis d'Amérique. Emmanuel Macron vit en France avec le président Sarkozy et le président Hollande. Au Ghana, Jerry Rawlings vit au Ghana et pourtant John Dramani dirige encore le Ghana. Ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut que la Côte d'Ivoire puisse être demain citée parmi les pays modèles. Ne jouons pas avec nos constitutions. Oui, il faut faire des élections à un seul tour. Pourquoi nous cherchons à régresser toujours? Je souhaite que seulement ça va rester au stade des rumeurs et qu'on ne va pas nous ramener encore à tous ces problèmes-là. Moi, je lance cet appel. Rassemblons les Ivoiriens de nouveau dans nos différences. Tout le monde ne sera pas FPI. Tout le monde ne sera pas RHDP. Tout le monde ne sera pas PDCI. Tout le monde ne sera pas COGEP. Dans nos différences, bâtissons la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.